Aujourd'hui, on va parler de la sécurité des applications web. En effet, ça fera partie des prérequis à connaître, puisque vous le savez peut-être pas, on va simplifier, vulgariser à l'extrême. Quand vous ferez des tests d'intrusion, des pen tests, vous avez des applications web à découvrir, hein, exploiter les failles inhérentes, trouver les problèmes de sécurité, hein, qu'on rencontre fréquemment. C'est pour ça qu'on a un framework, un cadriciel qu'on appelle OWASP, et je vous conseille vraiment de vous intéresser. C'est les 10 failles chaque année les plus utilisées pour pirater des applications web. Alors, c'est quoi une application web? Eh ben, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais tu l'utilises tous les jours. Tout est application web. D'accord? Très souvent, tu sais que tu te connectes à un serveur web. Ça, dans ta tête, il n'y a pas de problème. Par contre, tu oublies, ou tu ne sais peut-être pas, qu'il y a des applications qui tournent, en fait. C'est transparent pour toi, et tu confonds même, en fait, l'application web avec le site web. Parce que pour toi, en tant qu'utilisateur, c'est totalement transparent. D'accord? Quand tu vas sur Facebook, Facebook est une application. Pour toi, c'est un site web. Mais côté back-end, hein, donc c'est-à-dire le front-end, c'est toi, tu te connectes au site web, mais site web, après, est connecté à d'autres serveurs, une base de données, via le réseau, un site qui va faire tourner également l'application, qui va faire des appels. Donc toi, c'est transparent, c'est un simple site web, mais c'est bien plus que ça. C'est une application web. Alors on va parler de la sécurité des applications web. D'accord? Donc chacun d'entre nous utilise différents programmes sur nos ordinateurs, hein. D'une manière générale, les programmes s'exécutent sur nos ordinateurs en utilisant tout simplement la puissance de traitement et de stockage de notre ordinateur. De plus, pour utiliser un programme, nous devons d'abord l'installer. Et si nous pouvions utiliser n'importe quel programme sans installation? Alors, ben, c'est exactement cette logique. Une application web, c'est un programme que tu vas pouvoir utiliser sans installation dans ton navigateur web, hein. Les navigateurs web standards modernes n'ont plus rien à voir avec les prémices d'il y a 20 ans, hein. Si vous aviez vu les premiers navigateurs web, vous auriez sûrement rigolé, hein. Les capacités étaient extrêmement limitées, hein. On pouvait afficher peut-être des images, les vidéos étaient mais en très 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 basse résolution. On mettait parfois plusieurs heures à pouvoir les télécharger. Et même pour afficher une image, il n'était pas rare de voir ligne par ligne l'image s'afficher, hein. Donc, bah ouais, c'était un peu chiant. Donc, plus sérieusement, Firefox, Safari, Chrome, tout ça, c'est des navigateurs que vous connaissez. D'accord? Donc un navigateur web standard moderne, aujourd'hui, c'est des millions, voire des milliards de lignes de code. J'exagère volontairement, c'est mon côté marseillais. S'il y a des Marseillais, excusez-moi, no offense, comme disent les Américains. Donc, au lieu d'installer les programmes dont on a besoin, j'ai juste à aller sur la page associée. Je te citais quoi? Facebook, hein, que tout le monde connaît, mais il y en a plein d'autres. Et ce sont toutes des applications web. Alors, on a peut-être moins connu ProtonMail, Outlook, Gmail, hein, tout un nota, Webmail. Alors, le webmail, le principe, quand tu te connectes, ça, il faut comprendre ce concept. Justement, tu te connectes à l'application qui tourne en quoi? Elle tourne sur le site web. Donc, on appelle ça un webmail. On appelle ça aussi en informatique un client léger. Pourquoi léger? Parce que tu n'as pas besoin d'installer une application sur ton ordinateur pour pouvoir te connecter. D'accord? Je te donne un exemple. Outlook, que tout le monde connaît. Outlook, tu peux soit avoir un client Outlook, hein, qui fait partie de la suite Office que tu as installé sur ton Windows, d'accord? Dans ce cas-là, c'est le client lourd Outlook. Tu rentres tes identifiants et tu as ta boîte aux lettres, d'accord? Tu lances l'application Outlook sur ton ordinateur. Tu n'as aucunement besoin de te connecter sur un serveur, d'accord? Et tu peux aller sur le site Outlook, d'accord? Te connecter avec ton compte Microsoft et accéder à ta boîte mail. Et là, tu n'as pas Outlook qui tourne sur ton ordinateur. L'application tourne sur le serveur, d'accord? C'est pour ça, retiens client lourd chez toi, à la maison, sur ton ordi.
client léger, déporté, application web qui tourne sur le back-end, sur un serveur, loin de chez toi. D'accord? Ensuite, on a des suites bureautiques en ligne, telles que Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, avec Doc, Sheet, Slide, Zoho Office, Writer, Sheet, Show. Hein. Toutes ces applications, c'est trois différents marques, fabricants, et on s'est rendu compte qu'on pouvait, exactement ce qu'on fait également en entreprise, je te parlais de clients lourds, de clients légers, en entreprise, il n'est pas rare dans les grandes boîtes que tu as ton ordinateur, mais ton ordinateur, en fait, les applications, elles sont même pas, quoi, elles sont même pas installées sur ton disque dur de ton ordinateur. À la limite, il a un tout petit disque dur. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vient se connecter aux serveurs de l'entreprise, et c'est les serveurs de l'entreprise qui lui donnent accès à plein d'outils. D'accord? Ça peut être un programme de modélisation, de PAO, de CAO, de conception assistée par ordinateur. Ça peut être une connexion à un mainframe, ça peut être une connexion à des bases de données, ça peut être une connexion à des outils de bureautique tels que Word, Excel, PowerPoint. On peut faire du SAP, on peut faire plein de choses. Hein. Et là, c'est déporté. D'accord? Donc en fait, tout est déporté, tout passe par le réseau, tu l'as bien compris. D'accord? Donc ça permet de centraliser, plutôt qu'installer sur chaque PC, hein, dans les grandes entreprises, c'est un peu fastidieux. On vous met grosso modo un Windows connecté à l'Active Directory, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vous donne accès à des ressources partagées. D'accord? Ensuite, on l'utilise tous les jours. Internet, depuis les années 2000, est devenu une place marchande. D'accord? Amazon, AliExpress, Etsy, la Fnac, je peux vous citer plein de sites, hein, vous les connaissez tous. Vous allez, toutes vos enseignes aujourd'hui, ce qui était inconcevable il y a 20-25 ans, toutes vos enseignes, toutes tes marques préférées ont un site web. Tu ne peux plus te passer de l'achat en ligne. Hein. C'est d'ailleurs un petit peu ça qui est en train de défoncer la planète. Plus les vidéos YouTube de saltimbanque. Parce qu'il faut des gros data centers pour faire fonctionner tout ça. Et on n'y pense pas trop. Hein. Donc regarde ma vidéo en 480p pour ce que j'ai à te raconter. Tu peux même la passer en 360p. Juste écouter ma belle voix suave qui t'explique des choses importantes. Et après, hein, qu'il y ait une bouillie de pixels ou pas, je vais juste te mettre des petites photos. C'est pas très important. Hein. Puis comme ça, toi, tu réduis ton empreinte carbone euh, par rapport à YouTube, hein, et par rapport à plein d'autres choses. C'est des petites habitudes à apprendre comme ça. T'as pas besoin de voir mes vidéos en 1080p. D'accord? Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Je vous parlais de la sécurité des applications web. Ben, on a également d'autres exemples, pardon, qui fournissent une myriade de services. D'autres exemples qui incluent les services bancaires en ligne, je transfère d'argent, les prévisions météorologiques que tu as sur ton smartphone, les réseaux sociaux, d'accord, les médias sociaux. Donc l'idée d'une application web, il s'agit en fait d'un programme qui va s'exécuter sur un serveur distant, qu'on appelle backend. Hein. Tu dois comprendre ça. Alors en architecture réseau, c'est un petit peu complexe, mais grosso modo, le front-end, c'est le serveur sur lequel tu vas te connecter, le serveur web, mais derrière, il y a un back-end, hein, l'arrière-cour, l'architecture qui va faire fonctionner tout ça. D'accord? Puisque le serveur web ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin d'une base de données, il a besoin de plein de serveurs applicatifs pour faire tourner plein d'autres choses. D'accord? Mais si je résume trivialement, oublie cette architecture que tu apprendras bien plus tard quand tu creuseras l'informatique. Dis-toi que tu as le front-end, c'est ce qui te présente l'information, et toi, typiquement, ton front-end, c'est ton poste client. Qu'est-ce que ton poste client? Ça peut être ta tablette, ça peut être tes smartwatches, ça peut être ton PC portable, ça peut être l'écran de, te, de ta, que tu as branché à ton PC tour, ça peut être n'importe quoi, smartphone, tablette, d'accord? Ça, c'est le front-end, d'accord? Ton front-end, c'est quoi? C'est le navigateur web. Le navigateur web navigue sur Internet à ta place et affiche du multimédia, ok? Des images, du texte grâce au lien hypertexte que tout le monde connaît, d'accord? Et le back-end, eh ben, c'est le serveur auquel tu te connectes. Comment tu te connectes au serveur de la Fnac? Eh ben, tu te connectes grâce au front-end. Ton front-end, c'est ton navigateur web. Ça peut être Safari, Opera,
Ça peut être Firefox, ça peut être Edge, ça peut être Internet Explorer, ça peut être, il y en a plein, hein. D'accord? Ça peut être Brave, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'un serveur fait référence à un système fonctionnant en continu pour servir les clients. Serveur sert les clients, d'accord? Rend des services. Le serveur rend des services, d'accord? Des moyens mémotechniques pour que ça soit bien clair. Le serveur exécute un type spécifique de programme qui va être accessible avec les navigateurs web. D'accord? Donc pour pouvoir communiquer, ce que je te disais, je te faisais la métaphore entre ton front-end et le back-end, il faut se mettre d'accord sur un ensemble de règles qui font fonctionner à la fois le réseau, ce sont les protocoles qu'on va utiliser, et à la fois le langage, hein, puisque pourquoi on se comprend? Parce qu'on parle la même langue. Nous sommes français, nous parlons la langue française. Tu peux comprendre ce que je dis si t'es pas forcément français, tu peux être francophone, francophile, mais il faut que tu puisses comprendre le français pour comprendre ce que je veux te dire. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Entre le serveur et ton client web, il faut un même langage. Donc, on a des langages, hein, balisés de programmation. On a du CSS, on a du HTML, on a du JavaScript, hein, qui permet de dynamiser les pages, de travailler sur les fontes, sur les polices, sur les couleurs. Et ce qui fait que les sites sont beaux, jolis, attrayants. Tu cliques, ça bouge, les icônes bougent en même temps, hein, c'est contextuel en fonction d'où tu mets ta souris, ça s'adapte sur ton smartphone, ça s'adapte sur ta tablette, ça s'adapte sur ta télé 4K quand tu regardes et surfes sur ta télé 4K. Bref, c'est grâce à tous ces langages de programmation, c'est grâce également aux interfaces de programmation, API, qu'on peut communiquer. D'accord? Je te donne un exemple, une API, c'est très simple. Il y a une API SNCF que tu peux utiliser gratuitement sur ton ordinateur. D'accord? Quand tu télécharges une application sur ton smartphone faite par la SNCF ou par une autre personne, un autre développeur, en fait, ça te présente les données via l'interface de programmation. Donc en fait, toi, tu as une application qui affiche les résultats, mais ces résultats, elle ne les sort pas de nulle part. Elle les sort des serveurs côté back-end de la SNCF. Et pour pouvoir communiquer, hein, parce qu'il y a plein de types de serveurs, et puis il y a plein de types de téléphones, et il y a plein de types de tablettes, et il y a plein de types de PC portables, et il y a plein de types de PC. D'accord? En fonction des microprocesseurs, de la mémoire qu'ils ont, de la carte graphique, tout ça, il faut trouver des standards qui puissent, hein, s'adapter dynamiquement. Donc, qu'est-ce que fait l'interface de programmation? Elle va permettre de communiquer entre toi, ton application web, et la base de données de la SNCF. Quand tu vas dans ton application de ton smartphone et que tu demandes un train pour Paris à 8h20, ton application qui est dans ton smartphone fait un appel à la base de données distante, au back-end, et lui demande s'il y a bien un train à cette heure-là pour Paris. Et ça, c'est grâce à l'API, l'interface de programmation. D'accord. Alors, quand vous faites, je vais vous donner un autre exemple. Vous utilisez une application d'achat en ligne, d'accord? L'application web va lire les données sur les produits et leurs détails à partir d'un serveur de base de données. Quand tu vas sur Amazon pour commander ou à la Fnac le dernier livre ou le truc qui te plaît, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même vérifier qu'il y a bien un article dans les stocks d'Amazon, de la Fnac, sinon on ne va pas te vendre quelque chose qui n'existe pas, d'accord? Donc on va aller requêter en base de données et on va dire, tiens, telle personne, hein, tu t'es connecté avec tes identifiants à l'application web d'Amazon ou de la Fnac, on sait que c'est toi, on sait même ce que tu as acheté précédemment, on va pouvoir te vendre d'autres trucs en fonction de tes goûts, on va te dire il te reste 5 points euh, de fidélité, hein. Le prochain livre, là, je te le fais à 25 euros au lieu de 30, parce que je sais que tu achètes régulièrement chez moi. Et ce livre-là que tu m'as demandé, ce nouveau livre, je peux te faire, je t'ai dit, une réduction, mais je vais quand même aller vérifier que je l'ai bien en stock. Sinon, je te redirigerai vers une autre enseigne du groupe où je te dirai, pas de chance, euh, bah, les stocks sont épuisés, hein. Il faudra te reconnecter un petit peu plus tard. Donc c'est comme ça. Pour vous, c'est transparent, vous surfez sur Internet. Pour nous, informaticiens, pour nous, informaticiens, il faut avoir cette logique, d'accord? Donc ces exemples, ils incluent
des informations sur les produits, les clients, les factures. Un serveur de base de données est responsable de nombreuses fonctions. La lecture, la recherche et l'écriture dans les bases de données. On fait des appels à la base de données et tout est base de données. En fait, Internet ne peut pas marcher, le commerce électronique ne peut pas marcher et même, vous savez, l'activité d'une entreprise ne peut pas marcher. Et toi-même, ton iPhone, par exemple, ou ton Android, tes téléphones ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont également des bases de données. Sans ces bases de données, tu ne pourrais pas installer tes applications, tu ne pourrais pas mettre à jour ton système d'exploitation. Toutes tes bases de données, ne serait-ce que tous tes numéros de téléphone, ok, tes photos, n'importe quoi qui est sur le disque dur dans le système de fichiers de ton système d'exploitation, iOS pour les iPhones, Android pour enfin, un Linux modifié, on va dire, pour les Android, et ben tout ça fait appel à des bases de données. D'accord? On s'en rend pas compte. D'accord? Donc le serveur de base de données, il est responsable de quasiment tout et on peut y accéder pour requêter en base de données. D'accord? Donc les bases de données produits, bah, je t'ai dit, ça peut être les détails sur les produits, le nom, les images, les spécifications, le prix, d'accord? Ça peut être dans un centre commercial, ça peut être le prix, ça peut être les stocks, d'accord? Ça peut être un QR code que tu vas pouvoir scanner pour avoir de plus amples informations, d'accord? Et toi, quand tu retires un produit, eh ben, il y a peut-être des mécanismes qui vont aller interroger la base de données, ou quand tu passes à la caisse et que on te décompte 6 bouteilles de coca, tu as bien compris qu'on te facture 6 bouteilles de coca, mais automatiquement la base de données de Carrefour, de Leclerc, de ce que tu veux, décompte de son stock sur site, quoi, 6 bouteilles de coca que tu as acheté. D'accord? Donc comme ça permet de travailler à flux tendu et de gérer les stocks en temps réel. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous abonner, de vous fidéliser, d'avoir des cartes et tout ça. C'est pas uniquement pour vous espionner. Pas uniquement. Il y a aussi connaître vos consommations. D'accord? Et plus on connaît vos consommations, plus pour une grosse société qui travaille dans le commerce, eh ben, c'est pouvoir gérer au mieux ses stocks. D'accord? Ensuite, je te dis, on va essayer de te connaître. La base de données client. D'accord? Les détails relatifs aux clients. Je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, malheureusement, tu es un champ, Tu es un nom, tu es une adresse mail, tu es un numéro de téléphone, et tout ça, on va le revendre, et c'est stocké dans des bases de données clients. Ensuite, on a les bases de données des ventes, On s'attend à voir à ce que chaque client a acheté et comment il a payé, d'accord, dans cette base de données. Donc c'est ça qui structure le commerce à la fois en ligne, mais in situ aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'Internet, mais on ne peut plus se passer des moyens informatiques pour faire fonctionner la société. Et je vous répète toujours, le fait de constamment avoir de plus en plus cette prépondérance de moyens techniques, technologiques, basés sur les réseaux, basés sur l'informatique, en cas de cyberattaque, en cas de cyber Pearl Harbor, comme disent les Américains, le jour où on a une troisième guerre mondiale, le jour où il y a une menace persistante avancée, des hackers étatiques qui viennent pirater le pays, on peut coucher le pays. Je vous répète toujours, une centaine de hackers peut coucher un pays totalement. D'accord? Et on oublie que sans la technologie, on ne fait plus rien. Les gens, je crois, ne savent même plus lire une carte si jamais ils ont plus de GPS. D'accord? Si on fout en l'air les systèmes de refroidissement dans tes supermarchés, eh ben, toute la bouffe va être périmée. hein. On dit toujours, Paris, on a 3 jours de bouffe pour l'ensemble de l'île de France. Après, c'est la révolution. Donc imagine si ces 3 jours en plus, tu les fais dépérir à vitesse grand V, parce qu'il n'y a plus de refroidissement, il n'y a plus de climatisation, il n'y a plus de frigo, de chambre froide, tout ça, tout ça, tout ça. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais tu vois le mal partout. Non, ça pourrait arriver. Hein? Et bah, c'est le meilleur moyen de mettre le chaos dans un pays avant de quoi? Avant de mener une attaque militaire. Et c'est pour ça que quand il y aura vraiment un vrai conflit, on l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu en Géorgie, on avait eu sur d'autres théâtres d'opération. Maintenant, le cyber appuie l'espace.
l'espace réel, la 3 dimensions. Hein. Et je vous dis toujours, l'espace fusionne avec le cyberespace. Et bien c'est ça. La prochaine guerre mondiale, on aura des attaques, des cyberattaques d'ampleur avant de lancer l'offensive. D'accord? Sur la terre, sur les mers, sous la mer, dans les airs et dans l'espace. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est ce qu'on appelle la 5D. On fusionne. Hein. L'espace et le cyberespace et les autres composantes qu'on a dans l'armée. Mais nous, en tant que civils, hein, parce que moi je suis pas militaire, on a pléthore d'informations. Je vous dis, système d'achat en ligne, ça fonctionne grâce à ça. Imaginons qu'un attaquant parvienne à exploiter, à pirater l'application web et à voler la base de données des clients. Ça va entraîner une perte importante pour l'entreprise. Hein, je vous dis toujours, une perte sèche et pour ses clients. Alors, si on réfléchit un peu, je vous mets un petit diagramme, c'est en anglais, mais on va résumer trivial. D'accord? L'utilisateur, il va rentrer un nom d'éléments ou de mots-clés associés dans le champ de recherche. Hein. La- le navigateur envoie le ou les mots de recherche à l'application web d'achat en ligne. Ça, c'est un. Ensuite, deux, on a quoi? On a la recherche en base de données. D'accord? Des produits pour les mots-clés soumis. D'accord? Ça, c'est l'application web qui interroge la base de données. D'accord? Ensuite, on a 3, la base de données de produits qui va renvoyer les résultats de recherche qui correspondent aux mots-clés qui sont fournis à l'application web. L'application web ensuite va formater pour que ton téléphone, pour que ton ordinateur, pour que n'importe quel support sur lesquels tu regardes la fameuse page web, ces résultats puissent s'afficher de manière conviviale et les renvoie naturellement à l'utilisateur, sans bug. D'accord? Alors, d'un point de vue de l'utilisateur, pour vous, si tu penses pas à l'arrière-cour, en fait, hein, donc ce qui te fait face, le front-end, je te dis, c'est le site web. D'accord? Et toi, tu as ton navigateur pour te connecter à ça. D'accord? Donc c'est une boutique en ligne, élégante, hein, mais tu oublies toute l'infrastructure technique qui est cachée, qui permet de faire fonctionner tout ça. Tu vois, là, tu vois ton petit site HTTPS www.online-shop.thm. Mais tu oublies que, ben oui, toi tu te connectes à l'Online Shopping Web Application, mais derrière, tu as une base de données produits, tu as une base de données clients, tu as une base de données des ventes. D'accord? Donc de nombreuses entreprises proposent des programmes de bug bounty. D'accord? Le bug bounty, ça permet à l'entreprise d'offrir une récompense à toutes les personnes qui découvrent une vulnérabilité de sécurité, ce qu'on appelle une faiblesse, dans les systèmes de l'entreprise. D'accord? La condition principale est que la vulnérabilité trouvée soit dans la portée et les règles du bug bounty. D'accord? Vous ne pouvez pas pentest tout et n'importe quoi. Mais le jour où vous serez assez bon, vous pourrez gagner beaucoup d'argent en faisant du bug bounty, travailler de chez vous et être votre propre patron. Mais ça demande beaucoup de connaissances et une rigueur intellectuelle au niveau du boulot. On ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Et puis, pareil, si vous passez des nuits à faire du bug bounty, à plus dormir, c'est le meilleur moyen de devenir dépressif, de boire, de vous droguer, de quitter votre femme, de quitter vos enfants, bref, de foutre votre vie en l'air. D'accord? Donc encore une fois, je te dis toujours, le hacking c'est bien, mais passer des jours et des nuits sur votre ordinateur, sachez que ça aura un impact sur votre santé et ça aura un impact sur votre vie. Donc ne faites jamais passer l'ordinateur avant votre propre santé. D'accord? Avant vos proches, vos amis, votre femme, vos enfants. D'accord? C'est beaucoup plus important. Parce que le jour où vous n'aurez plus ça, vous verrez que vous allez vous retrouver tout seul avec votre ordinateur. Hein, et il vaut mieux l'inverse. Ne pas avoir d'ordinateur et se retrouver en famille, avec ses amis, avec sa femme et ses enfants. D'accord? Donc la découverte d'un bug peut vous rapporter des centaines de dollars à des dizaines de milliers de dollars en fonction de la gravité de la vulnérabilité, c'est-à-dire de la faiblesse techniquement que vous avez découvert. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin techniquement pour accéder à une application web? Bah, on a besoin juste de un navigateur. Hein. Le navigateur, on appelle ça browser. Hein, en anglais, Browser. Ensuite, on va parler maintenant un peu
des risques liés à la sécurité des applications. Hein. Imaginons qu'on souhaite acheter un article dans une boutique en ligne. Il y a certaines fonctions qu'on attend, hein, à pouvoir faire sur cette application web. Plus simplement, la commande en ligne, c'est quoi? Un, je me connecte au site web. Vous le faites tous les jours. Deux, je vais aller dans la barre de recherche de l'application, du site web pour moi, parce que je ne sais même pas que c'est une application, et je cherche un produit. D'accord? Trois, j'ajoute le produit à mon panier. D'accord? J'ai mon caddie, tu sais, tu as toujours ce petit icône. Tu peux aller voir ton panier et là, ça cumule, hein, comme un caddie, quand tu vas faire tes courses, le ou les produits que tu vas acheter. Ensuite, tu précises, pour vérifier ton identité et pouvoir te faire livrer en conséquence, l'adresse de livraison. D'accord? Et enfin, tu fournis tous les détails concernant le paiement. Encore une fois, le principe de non-répudiation, prouver ton identité et s'assurer que c'est bien toi qui fais cet achat. Euh, Parce que tu pourras pas dire, ah bah non, j'étais pas devant mon ordinateur à faire ces achats. D'accord? Ça te permet de te protéger, de protéger l'enseigne et de te protéger toi en tant que consommateur. D'accord? Après, il peut y arriver une attaque. Il peut arriver une attaque qui va voler des cookies. On va usurper ton identité. Mais très souvent, on a quand même beaucoup de preuves, à moins que il y ait le hacker qui s'est infiltré chez toi, qui a utilisé ton ordinateur, tes cookies, tes mots de passe, hein. Tu sais que si c'est une attaque distante, typiquement, ne serait-ce que l'enseigne, elle va voir que tu as toujours fait tes achats à partir d'une adresse IP d'un user agent, hein, qui permet de te retracer, savoir quel est ton PC, quel est ton système d'exploitation, quels est tes drivers, quels sont plein d'informations en fait, hein, que tu donnes tous les jours et tu laisses des traces dans les logs des applications web que tu consultes, des serveurs que tu parcours, tu le sais pas, mais tu laisses des traces partout au quotidien. D'accord? Et là, eh ben, la Fnac ou Amazon, pour prendre l'exemple, va se dire, il y a un problème, hein. Là, il est en train de faire un achat de quoi? Du Brésil. Ah merde, d'accord? D'habitude, il était en France. Et là, il fait un achat du Brésil. Donc là, typiquement, le fabricant va te demander de vérifier ton identité. D'accord? Il va te demander du 2FA, il va te demander quelque chose parce que là, ben, c'est une situation particulière. T'as jamais fait d'achat du Brésil. Est-ce que c'est bien toi qui es au Brésil, qui fait un achat, ou tu l'as compris, on est en train d'usurper ton identité. Mais ça, c'est les 5 étapes. Hein, les 5 étapes que tu fais au quotidien, qui sont transparentes pour toi, tu ne réfléchis même plus. Hein, tu enchaînes ces étapes. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude, depuis ton plus jeune âge, à utiliser l'outil Internet. D'accord? Donc quand tu te connectes au site, l'attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Parce que c'est Toto le hacker. Et Toto le hacker, si tu connais un peu mes vidéos, tu sais qu'il faut t'en méfier. Il est malicieux, il est malveillant. Donc l'attaquant, il peut essayer de découvrir le mot de passe en essayant de nombreux mots de passe. L'attaquant va utiliser une longue liste de mots de passe, on appelle ça un dictionnaire, et on va utiliser des outils automatisés pour les tester les uns après les autres en fonction de la page de connexion. D'accord? J'ai ton adresse mail. Maintenant, je vais prendre un dictionnaire qu'on appelle aussi une liste de mots, en anglais word comme le mot et liste comme une liste de mots. Tu as compris. D'accord? Et je vais prendre ton email. Dans le premier champ, on me demande un nom d'utilisateur. Eh ben, j'ai ton mail. Je vais mettre ton mail. Et par contre, ton mot de passe, je ne l'ai pas. Je vais essayer de le deviner. Mais plutôt que tester toutes les possibilités, et ça va prendre beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle une attaque par force brute, hein, brute force en anglais, eh ben, je vais faire une attaque hybride. Elle est hybride, pourquoi? Parce que je vais tester toutes les possibilités, mais pas vraiment toutes. Je vais tester toutes les possibilités qui sont dans mon dictionnaire. Du coup, c'est plus une attaque de force brute, ça devient une attaque hybride de force brute par dictionnaire. Et ça change tout. D'accord? Tu vas gagner beaucoup de temps. Et ça sera moins long. D'accord? Si tu as un bon dictionnaire. Tu as compris, plus ton dictionnaire fait des gigas, téra, péta, octets de mots. Hein. Qu'est-ce qu'un dictionnaire? C'est par exemple, tu prends un dictionnaire français, hein,
tu tournes les pages du petit Robert et tous les mots du dictionnaire français, eh ben, tu vas les mettre dans un fichier texte, ligne par ligne, et tu auras tous les mots de la langue française. D'accord? Et on va les tester. Et on va faire des combinaisons. D'accord? Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est pour que vous compreniez la logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je peux rechercher un produit. Hein. Toto le hacker, c'est moi. Je peux tenter de violer le système. Enfin, violer, excusez-moi. D'abuser du système. Je vais rester poli. En ajoutant, par exemple, des caractères ou des codes spécifiques au terme de recherche. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle du fuzzing. Hein. Le fuzzing, c'est essayer de détourner la logique d'une application en injectant, en faisant des attaques par injection, je vais essayer de pousser à la faute. D'accord? Soit l'application, soit le langage de programmation, soit la base de données, c'est le principe du phasing, de l'injection. D'accord? L'objectif de l'attaquant, c'est que le système cible renvoie des données qui ne devraient pas, hein, ou qui va exécuter un programme qu'il ne devrait pas. Et peut-être je peux quoi? Je peux lui demander d'exécuter un de mes programmes, d'accord? Sur le serveur. Et là, eh ben, ça devient extrêmement violent. D'accord? Je peux faire des attaques d'injection de commandes et je peux carrément pousser ce qu'on appelle du code arbitraire à distance. Hein, une RCE dans le jargon. Remote Code Execution. Et là, je prends le contrôle à distance. Toto le hacker, à des milliers de kilomètres, peut contrôler le serveur. Et c'est violent. Tu l'as bien compris. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux fournir les détails de paiement. L'attaquant, il va vérifier si les détails de paiement sont envoyés en texte clair ou si éventuellement il y a peut-être une technique de cryptage. Hein. Mais vous savez qu'en informatique et en mathématiques, c'est un gros mot. Hein. Les Anglais utilisent le cryptage. Nous, Français, on utilise le chiffrement. Tu ne dois pas dire cryptage. Cryptage, c'est un gros mot. Il faut dire chiffrement. Tout est chiffrement. D'accord? Tu chiffres et tu déchiffres. Tu peux encoder, décoder. C'est différent que le chiffrement. Mais il n'y a rien de crypté. Crypté, c'est un imbut de langage. Hein. C'est même un anglicisme. Mais comme je fais beaucoup d'anglicisme, je sais même pas pourquoi je vous reprends là-dessus. Je ferais mieux de fermer ma gueule, en fait. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Bon, j'ai rien dit. Donc voilà, cryptage, chiffrement, plus sérieusement. Donc si le chiffrement est faible, eh ben, on peut essayer de le péter. Tu l'as compris, hein, là on commence à s'attaquer à la crypto. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça me dépasse. Le cryptage, donc le chiffrement, consiste à rendre les données illisibles sans connaître la clé secrète ou le mot de passe. D'accord? Donc on va pas tout couvrir. Il y aurait tellement à dire, mais je ne peux que vous encourager à aller sur le site de l'OWASP, O-W-A-S-P, et apprendre l'ensemble des vulnérabilités. Pour mieux les comprendre, l'aspect théorique, l'aspect conceptuel et l'aspect pratique. Parce que si plus tard vous voulez devenir développeur, notamment d'applications web, si votre métier tourne autour de l'e-commerce, si vous voulez faire du pentest, etc., etc., il faudra connaître ça. Hein. Connaître ça en tant que technicien, connaître ça en tant qu'ingénieur. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Hein. Au début, ça fait un peu peur. Hein. Je vous dis toujours, c'est comme le vélo ou le sexe. Généralement, c'est le vélo qui fait peur. Hein. Donc voilà. Euh, Ça prend du temps, comme le vélo. Et, euh, et voilà. Et puis après, on sait faire du vélo sans roulette. Je te donne toujours l'exemple. C'est excellent. On prend beaucoup de plaisir à faire du vélo. Donc, échec d'identification et d'authentification. L'identification fait référence à la capacité d'identifier un utilisateur de manière unique. Je te parlais de ce principe de non-réputation. Hein, au niveau des transactions, toi en tant qu'utilisateur, que tu fais avec le serveur à distance. Donc en revanche, l'authentification fait référence, alors là c'est là, hein, identification, authentification. D'accord? L'authentification fait référence à la capacité de prouver que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Alors, je répète, identification, capacité d'identifier un utilisateur de manière unique. D'accord? Authentification, capacité de prouver que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Donc la boutique en ligne, elle doit confirmer l'identité de l'utilisateur et l'authentifier avant de pouvoir utiliser le système. Alors, techniquement, tu l'as compris, hein, c'est quoi? C'est toi qui te connectes au service,
D'accord. Comment on sait que c'est toi? Eh ben, ton adresse, hein, ton adresse de livraison. D'accord? Euh, Ta carte bleue. Ça me permet de t'identifier. Je sais que c'est toi. D'accord? C'est pas Toto le hacker. Par contre, tu te connectes, quoi? Tu te connectes à mon serveur. Et mon serveur, il a quoi? Ben, il te demande un utilisateur. Il te demande un mot de passe. Donc là, je t'identifie pas, je t'authentifie. D'accord? C'est une petite subtilité en termes de langage. D'accord? Mais c'est bien deux choses différentes pour nous. Donc, cette étape est sujette à différents types de faiblesses, hein. Une faiblesse, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement? Là, tu vois, je te mets une table. Il y a quoi? Il y a deux tables en fait. C'est une base de données, il y a deux tables. D'accord? Alors là, tu vas me dire, c'est ça une base de données? Ben ouais. En fait, si je résume trivialement, tu vois, je te dessine parce que moi je sais pas trop dessiner, mais qu'est-ce que tu as sous les yeux? T'as une base de données. Incroyable. Alors, c'est quoi une base de données? Eh ben là, tu vois qu'il y a deux tables. Il y a une table qui s'appelle nom d'utilisateur, username en anglais, et il y a une autre table qui s'appelle mot de passe, password. D'accord? Et dans cette table, username, j'ai quoi? J'ai trois valeurs qui sont stockées. J'ai Anne, Beth et j'ai Christine. Et dans password, ben, j'ai trois mots de passe associés, hein. Anne a comme mot de passe Freedom 1, Beth a comme mot de passe Zidki A4 et Christine a comme mot de passe Batman 2020. Hein, Christine aime beaucoup Batman. Putain, Batman, il est partout, hein. C'est comme Toto le hacker en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? L'attaquant, il va pouvoir utiliser la force brute, essayer de nombreux mots de passe, généralement à l'aide d'outils automatisés, comme je te l'ai dit, essayer de trouver des informations de connexion valides. Ça va permettre à l'utilisateur aussi de choisir un mot de passe faible, hein. Un mot de passe faible est généralement facile à deviner. Tu vois, Batman 2020, je te le trouve très très facilement, en moins de quelques secondes. Freedom 1, je te le trouve en moins d'une seconde. D'accord? Celui du milieu là, ZITK, celui-là, il va falloir un peu de temps. En brute force, il va falloir, je sais pas, une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, hein. Donc ça va prendre du temps. Et tu as bien compris, à chaque fois que je retente, bah, le serveur va se dire, c'est incroyable, cette personne qui arrive à tester 500 000 mots de passe à la seconde. Tu as bien compris que on va comprendre que c'est Toto le hacker. C'est pas toi qui te trompe et qui essaye plein de mots de passe à la suite. Ensuite, on a le stockage de mots de passe des utilisateurs en texte brut, hein. Si l'attaquant il parvient à lire le fichier contenant les mots de passe, eh ben, vous savez qu'il va pouvoir lire votre mot de passe, hein. C'est pour ça qu'on stocke toujours les mots de passe, soit de façon chiffrée, soit de façon hachée. D'accord? Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est ce qu'il faut retenir. Soit en chiffres, soit en hash. D'accord? Et le hash est une fonction mathématique. Ce n'est pas ce que tu fumes. D'accord? Ensuite, contrôle d'accès cassé, hein, c'est ce qu'on appelle du broken out, hein, dans le jargon. C'est typiquement contrôle d'accès cassé, authentification cassée. Le contrôle d'accès garantit que chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux fichiers, documents, images qui sont liés à son rôle, hein, ou à son boulot. Par exemple, vous ne voulez pas qu'un membre du service marketing accède, puisse lire aux documents du service financier. D'accord? Ça, c'est des exemples de vulnérabilité liés au contrôle d'accès. Ne pas appliquer le principe du moindre privilège, least privilege, hein, comme on dit en anglais, et donner aux utilisateurs plus d'autorisation d'accès qu'ils n'en ont besoin. Et ben, nous, quand on fait des tests d'intrusion, on va trouver les utilisateurs qui ont plus d'autorisation d'accès et on va devenir les dieux, les maîtres dans la machine, les fantômes. D'accord? Par exemple, un client en ligne, bah, il devrait être en mesure de pouvoir voir les prix des articles mais pas de les modifier, hein. Sinon, je te mettrai une petite vidéo, je te montre comment je peux passer une facture PayPal de plusieurs centaines d'euros et via une attaque IDOR et par suite, je fais une attaque de l'homme du milieu. Tu vas voir que je modifie le prix et PayPal, au bout de quelques requêtes, me dit bah écoute, c'est plus 200 euros, c'est 1 euro. Et là, je peux dire ok, je veux bien me payer 1 euro, merci beaucoup, bonne journée. Ok? Donc ça, c'est des attaques un peu sensibles, hein. Ça veut dire que si tu sais faire ce type d'attaque, tu peux techniquement
Mais il faut pas le faire. Modifier tous les prix. D'accord? C'est-à-dire que tu vas acheter des choses et tu peux toi-même fixer le prix de ce que tu achètes. Donc, imaginez si ça tombe entre deux mauvaises mains. Hein. Quelqu'un qui a envie de faire des achats sur Internet à 1 euro, alors que des fois c'est des télés à 4 000 euros. Ça peut être extrêmement sensible, tu l'as compris. Donc, pour pouvoir afficher ou modifier le compte de quelqu'un d'autre à l'aide de son identifiant unique, par exemple, eh ben, vous voulez pas qu'un client bancaire, entre guillemets, puisse voir les transactions d'un autre client. Vous êtes connecté avec votre identifiant unique à votre banque, vous ne pouvez consulter quoi? Eh ben que le compte en banque de vous ou peut-être de votre concubin, concubine, hein, si vous avez un compte, comment on dit ça? Partagé, conjoint, d'accord? Mais sinon, Toto va pas voir le compte de Tata. Tata va pas voir le compte de Titi, hein? Et Toto va pas voir le compte de n'importe qui, à part le sien en fait. S'il peut le faire, eh ben c'est qu'il y a un gros, gros problème. Tu l'as compris. Et des fois, malheureusement, eh ben c'est possible, d'accord? Il suffit, euh, il suffit de s'y prendre, hein. Je vais te donner un exemple. Un très grand fabricant euh, opérateur téléphonique aux États-Unis, que je ne citerai pas, Verizon, euh, il y a 15 ans, 20 ans, on avait découvert, alors encore une fois, les hackers complotistes de la première heure, hein, des prémices de l'Internet, avaient dit c'est un coup de la NSA. Hein. Et puis on avait dit mais regardez, c'est fou, ces hackers, faut tous les enfermer. Et puis un jour on n'aura plus hein, le contrôle sur Internet, faut tous les enfermer. Les hackers, c'est des méchants, et nous on est les gentils. Et, et voilà, il faut vendre des produits aux gens. Il ne faut pas qu'ils commencent à réfléchir, qu'ils apprennent la technologie. Il faut qu'on puisse les asservir, d'accord? Donc les hackers de la première heure, les hackers sont tous complotistes, tu le sais, ils ont dit, ah bah c'est marrant, on pouvait aller sur le site de Verizon, faire semblant de se connecter à un client, et dans l'URL, vous modifiez, Toto c'était le 1806, si Toto dans l'URL de son navigateur modifiait 1806 à 1807, eh ben il a accédé aux factures, il a accédé à l'adresse, à la facturation, hein, au numéro de carte bleue, crédit, d'accord? Tout ce qui vous est personnel. D'accord? Et à l'époque, on s'était dit, bah, c'est parfait pour une agence de renseignement. T'imagines? T'as besoin de te renseigner sur quelqu'un, tu vas sur le site de Verizon, s'il y a que toi qui connais la porte dérobée, tu tapes hein, l'ID que tu connais, hein, puisque tu es la NSA, tu es parmi une des agences les plus quoi, puissante au monde, d'accord? Et t'as le FBI qui te dit, bon, vous allez faire ça pour nous, et vous allez contourner la Constitution américaine. Parce que nous, on est le FBI, on est des gens bien, on peut pas faire ça, d'accord? On va pas aller pirater Verizon pour enquêter sur des citoyens américains. Par contre, la NSA peut demander à ses copains, par exemple le GCHQ, de le faire, hein, ou les Français, ou à un autre État. Hein, et là, c'est une autre agence de renseignement qui va aider les Américains à espionner leurs propres citoyens. Ok? C'est beau. Hein. C'est beau comment cette fameuse zone grise dont je te parle tout le temps. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, ça avait étonné à l'époque. Et typiquement, bah, c'était ce type de faille. Tu vois? Une petite anecdote qui me passe par mon petit cerveau. Donc encore une fois, si tu peux parcourir des pages qui nécessitent une authentification, une connexion, en tant qu'utilisateur non authentifié, il y a un gros, gros problème. D'accord? Je peux lire tes mails sans me connecter. Hmm, c'est pas bon ça. Tu te rappelles le client léger là que je te parlais au début? Ben, c'est exactement ça. Ensuite, je vous ai parlé des injections. Une attaque par injection, ça fait référence à une vulnérabilité dans l'application web où l'utilisateur peut insérer du code malveillant dans le cadre de son input. Hein. On a une règle d'or en sécurité des applications, ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Moi, je ne sais pas si c'est ma grand-mère qui se connecte au site ou c'est Toto le hacker. Et Toto le hacker, il a des années d'expérience en hacking. Il sait parfaitement que plutôt que taper son username, il va commencer à injecter des caractères bizarres qui vont lui permettre de faire une injection SQL, une SQLI, et prendre le contrôle de la base de données et voler le mot de passe de ma grand-mère, peut-être.
comprends? Donc l'une des causes de cette vulnérabilité, c'est le manque de validation et de nettoyage approprié, justement, de l'entrée utilisateur. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi l'entrée utilisateur? Eh bien, c'est ce que toi, tu rentres sur ton ordinateur, n'importe où. Ça peut être un champ de recherche quand tu tapes poisson, hein, dans la barre de recherche de Carrefour. Ça peut être un livre, comme tu l'as compris. Ça peut être un commentaire que tu peux laisser sur des forums. Ça peut être les champs que tu utilises pour te connecter, t'authentifier, ton mot de passe ou ton nom d'utilisateur. Tout ça, toi, t'es quelqu'un d'honnête, c'est bien. Mais Toto le hacker, lui, il va tester. On lui demande de rentrer un nom d'utilisateur, eh ben, il va essayer de rentrer autre chose. On lui demande un mot de passe, il va essayer de rentrer autre chose. D'accord? Plutôt que taper poisson pour voir le poisson disponible dans son carrefour préféré, hein, ou son Leclerc, ou son Aldi, ou ce que tu veux. J'ai rien, hein, je ne suis pas payé par Carrefour, ça se saurait. Euh, et ben lui, il va injecter. Il va injecter une série de codes pour essayer de faire planter, hein, l'application web, la base de données, pour ne serait-ce qu'avoir un code d'erreur, et ce code d'erreur, avec ses connaissances techniques et ses compétences en hacking, vont lui permettre de commencer à le comprendre. Sans le voir, lui, il est juste connecté au site web, il commence sa phase de reconnaissance. D'accord? Il fait ce qu'on appelle du happy pass, hein. Il se balade comme vous le faites tous les jours, sauf que c'est pas vous, des gens honnêtes, c'est Toto le hacker. Et Toto le hacker, il est en train de mapper dans sa tête toutes les possibilités que peut faire un utilisateur lambda et il va essayer de détourner ces fonctionnalités. Tu peux uploader une photo sur ton profil? Bah parfait. Je vais t'uploader un virus et on va voir comment le serveur réagit. D'accord? Je te donne des exemples toujours très triviaux, mais pour que tu puisses comprendre. Donc il faut faire du sanitizing, hein, en anglais, il faut nettoyer les entrées. Quand je te demande un mot de passe, je veux m'assurer que c'est bien une chaîne de caractères qui forme ton mot de passe et c'est pas un payload, une charge utile militarisée qui va venir prendre le contrôle ou faire fuiter des informations de la base de données, par exemple. D'accord? Ensuite, on va parler très succinctement de crypto, hein. La cryptographie est omniprésente. Internet, comme les bases de données, si je vous fais la parabole, l'analogie, l- euh, rien ne peut fonctionner sans crypto, hein. Vos téléphones sont remplis de crypto. Vos transactions financières sont remplies de crypto. D'accord? Vos appels téléphoniques sont remplis de crypto. Tout est cryptographie. Mais encore une fois, c'est transparent, donc tu ne penses pas qu'il y a des processus de quoi? De cryptage et de décryptage des données. D'accord? Mais maintenant, tu as écouté Saltimbanque, qu'est-ce que ça t'a dit dans ta tête? Des processus de chiffrement et de déchiffrement des données, en bon français. Donc le chiffrement, il va brouiller, hein, le texte clair et on passe d'un texte clair, c'est ce qu'on appelle du plain text en anglais. Vous retrouverez constamment ces expressions en encrypted ou en ciphered text. D'accord? C'est du texte chiffré qui a été codé. D'accord? Encrypted, chiffré. Donc c'est un charabia. On parle de gibberish, hein, en anglais, qui n'a pas d'utilité, hein. Si tu as la clé secrète, tu peux déchiffrer le message, la donnée, tu l'as compris. D'accord? Donc en d'autres termes, le cryptage garantit que personne ne peut lire les données sans connaître la clé secrète. Là, si tu regardes la vidéo, pas en plein écran, tu es connecté à YouTube. YouTube te dit quoi? Ton navigateur te dit il y a le petit cadenas. Tu es en SSL, TLS. Ça veut dire que Toto le hacker, s'il sniffe les paquets réseau, d'accord? Eh ben, il pourra pas te voler ton mot de passe que tu tapes quand tu te connectes à YouTube. Il pourra pas te voler quoi? Ton numéro de carte bleue quand tu payes directement sur ton site. D'accord? Il pourra intercepter les communications, mais quand il va essayer de les lire, ça va être Matrix. D'accord? Tu vois, la matrice là, avec tous les chiffres, les lettres là, tout en vert là, puis ça défile, ben, ça va faire pareil. Ça sera super sexy, mais ça sera totalement illisible. D'accord? Donc c'est ce principe pour la sécurité des opérations, pour votre sécurité personnelle, pour la sécurité du fabricant, pour que les gens puissent communiquer, échanger sur ce magnifique métavers, comme dirait Mark Zuckerberg, euh, la matrice, Internet, appelez-la comme vous voulez, d'accord?
eh ben, il faut la confiance. Hein, c'est le principe de trust. Hein. Je fais confiance. Tu fais confiance à ta banque. Tu sais que si tu es lésé, il y aura ton assurance qui va te rembourser. D'accord? Tu fais confiance à American Express. Tu fais confiance à Visa. Tu fais confiance à ton patron. Tu fais confiance à ta femme. Tu fais confiance aux GAFAM. Tu fais confiance à la personne à qui t'achètes. D'accord? Tout est basé, le commerce ne peut pas fonctionner sans la confiance. D'accord? Et c'est biparti, chacun échange, t'échanges de l'argent, une valeur, hein, contre un bien. D'accord? C'est ce qui régit le capitalisme depuis des siècles. D'accord? Mais c'est pareil, c'est pas parce que tu es dans le monde virtuel que ces mêmes règles ne s'appliquent pas. Dans la vraie vie, si t'as pas confiance et que je te dis vas-y donne-moi 100 euros et je vais te trouver une Ferrari, tu vas me dire que tu me prends un peu pour un con. Hein. Ou j'ai tellement bien gagné ta confiance que tu vas vraiment croire que pour 100 euros, tu ne me connais pas, je vais pouvoir te vendre une Ferrari. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle des techniques d'ingénierie sociale. D'accord? J'ai gagné ta confiance. Attention à qui tu donnes ta confiance. Hein. Moi, je te connais pas. Tu me connais pas non plus en même temps. Tu vois? C'est ça qui est bien. Donc l'envoi de données sensibles en texte clair, par exemple, en utilisant HTTP au lieu de HTTPS, c'est pas bon. HTTP, c'est le protocole utilisé pour accéder au web, tandis qu'HTTPS, c'est la version sécurisée. C'est pour ça qu'il y a un S, ça veut dire secure. Hein. Donc sécurisé. Et c'est un protocole, et tu l'utilises tous les jours en fait. Tu envoies des paquets, ces paquets utilisent le protocole HTTP, et on chiffre pour que Toto le hacker, quand il intercepte tes communications, il peut le faire dans une gare, il peut le faire dans un taxi, il peut le faire en ville, il peut le faire dans un Starbucks, un McDonald's, hein, à l'aéroport, dans ton hôtel. Toto peut toujours intercepter les communications. D'accord? Donc tu as ce principe que tu sais tout le temps que la partie adverse t'espionne. Hein. C'est un principe qu'on a en termes de doctrine militaire, hein, ou dans le renseignement. Si tu sais qu'on t'espionne constamment, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu passes par un canal auxiliaire chiffré. D'accord? Si je sais que tout le monde peut m'écouter, je vais transmettre la donnée dans un canal qui est chiffré. D'accord? Il n'y a que Bob et Alice qui peuvent communiquer. Et même s'ils envoient le message à travers une gare, et qu'en effet, le papier, on peut le récupérer, n'importe qui peut le récupérer, il n'y a que Alice et Bob, avec leurs clés, qui peuvent lire ce message. D'accord? Donc, je te dis toujours, soit tu chiffres ton message et tu chiffres le canal de communication, soit l'un des deux. Et le mieux, c'est de faire les deux. Tu chiffres la donnée et tu chiffres le protocole qui va permettre de faire transmettre la donnée d'une personne à une autre, d'accord? Ou d'un groupe de personnes à une autre, d'accord? C'est les bases de la crypto et de la sécurité des réseaux et de la data qui transitent sur des réseaux qui, quoi, bah, qui peuvent être espionnés. C'est ce que font les agences de renseignement. Elles écoutent tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Mais pour le bien, pour vous protéger, naturellement. Hein, allez pas penser au mal. Et, et voilà. Donc si tu sais que tu es espionné, tu peux commencer à chiffrer, d'accord? C'est peut-être un des derniers vestiges de ta liberté. Hein, il n'y en a plus beaucoup. Liberté, ça n'existera bientôt plus dans quelques années, je pense. Mais la crypto peut te donner encore des refuges, des bastions de liberté. D'accord? Dans cette dictature numérique qui se met en place et tu t'en rends même pas compte. Mais ça, c'est un autre problème. J'ai dit que je ne ferai pas de politique. Donc, on s'appuie sur des algorithmes cryptographiques qui sont faibles parce que bah, on a tout intérêt aussi parfois à quoi? À pouvoir les casser si on est une agence de renseignement. Mais les anciens algorithmes cryptographiques, on a le ROT 13, hein, inventé par César. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Saloperie de Gaulois, hein, c'est barbare. Déjà, ils comprenaient pas la langue, on n'avait pas besoin de chiffrer, hein, le quoi? Bah, le canal de communication, hein, et on n'avait pas besoin de chiffrer non plus quoi? Eh ben, le message, d'accord? Puisque de toute façon, il comprenait pas la langue, d'accord? Mais on le faisait. Et César était intelligent. Décalage de 13 lettres, hein, par rapport à l'alphabet latin. Et bah, try acme, ça devient U, S, Z, I, B, D, L, N, F. Tu comprends plus rien, d'accord? Mais c'est très facile à casser, d'accord?
Si je sais que tu décales de 13 lettres à chaque fois, que T devient U, eh ben, je peux inverser. U devient T, S devient R, Z devient Y, ainsi de suite. D'accord? Donc l'utilisation aussi de touches par défaut, ou des faiblesses au niveau des fonctions cryptographiques, hein. On va utiliser par exemple 1, 2, 3, 4, hein, comme clé secrète, hein. Je te donne un exemple, j'ai trouvé un téléphone dans une gare et je t'ai dit tu dois rentrer dans la tête des gens, hein. Et la plupart des gens ils font quoi? Bah, ils font 1, 2, 3, 4. La plupart des gens ils répètent, hein, 0, 0, 0, 0. Euh, voilà, bah, j'ai testé 1, 2, 3, 4. J'ai testé, alors, je sais plus de mémoire, un truc aléatoire, random. Troisième essai, je bloquais la carte SIM et j'ai testé 0, 0, 0, 0. Et là, bah, je suis rentré dans le téléphone. J'ai eu accès au téléphone. D'accord? Toute la vie de la personne. Alors là, le problème, c'est pas la fonction d'implémentation de la crypto. C'est juste la personne qui est trop conne ou qui est mal formée, excuse-moi, je vais pas le dire comme ça. Euh, et, euh, et voilà. Et puis j'ai trouvé des photos compromettantes en plus dans son téléphone. Donc, c'était une mauvaise personne. C'est pour ça que je peux en parler en ces termes. Et voilà, c'est la personne qui est trop bête, hein. Si tu ne complexifies pas ton mot de passe, je peux te mettre tous les algorithmes qui vont garantir ta sécurité. Si tu utilises un 2 3 4 partout, eh ben c'est toi qui es con, hein. C'est pas le système cryptographique qui est quoi? Qui est basé sur des courbes elliptiques qu'on peut casser, qui est quoi? Qui est basé sur des collisions. On va pouvoir faire des collisions et découvrir, affaiblir le moyen cryptographique. Non, 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 c'est juste toi qui es trop con. C'est pas la crypto, c'est pas le modèle, l'algorithmie, les modèles mathématiques derrière qui font fonctionner la crypto. C'est juste toi qui es trop con. Ok? Donc deviens un peu moins con et arrête d'utiliser un 2 3 4. D'accord? Arrête d'utiliser même moi tous les jours sur mes ordinateurs. Vous croyez que c'est quoi mon mot de passe? Je vous le répète tout le temps. C'est Toto le hacker en minuscule. Et ben voilà. Tu vois, même moi, je déconne. Donc voilà. Plus sérieusement, pensez-y. D'accord? Vous pouvez utiliser toutes les techniques compliquées, sophistiquées. Si l'utilisateur ne fait pas ce qu'il faut, et c'est pour ça que je vous fais plein de vidéos pour vous sensibiliser, d'accord? Je dis pas que vous êtes des cons. Je dis juste que on vous en a peut-être pas parlé. Maintenant, il faut que ça soit acquis, d'accord? C'est, je vous parle tout le temps, sécurité des opérations, sécurité de votre vie. Vous savez qu'on peut usurper vos identités dans la matrice. On peut vous détruire vos vies, d'accord? On peut faire du doxing, on peut faire plein de choses, d'accord? Et peut-être moi un jour, j'ai certains de mes lecteurs qui sauront que j'ai 50 ans et que je vis avec mon chat et ma mère. Et là, ça sera la honte, ça sera la risée. On m'aura percé un jour. On en sait enfin qui est Saltimbanque. Et là, putain, je serais dans la merde, les gars. Donc voilà, attention, hein, votre vie privée. Pourquoi je porte un masque? Parce que le masque me permet de m'exprimer librement. Bon, les services de renseignement savent très bien qui je suis. Mais vous, peut-être un peu moins. D'accord? Donc plus sérieusement, j'espère que vous avez bien compris tout ça. J'essaie de vulgariser, de vous donner des exemples tout le temps très simples, mais pour appuyer bah, ces quelques images, hein, de qualité et pour comprendre tout ça, hein, puisque c'est vraiment les bases quand on parle de sécurité des applications web. Alors on va terminer, c'est bientôt fini. On va prendre un exemple pratique euh, de sécurité des applications, hein, et je vais essayer de vous expliquer ce qui pourrait se passer, hein. On va faire ça dans la tête. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est bidon, mais je vous ai parlé de Lidor, hein. Si vous voulez une vidéo vraiment technique, je vous mettrai en description ma vidéo où je passe de 300 euros à 1 euro sur PayPal avec de la bonne musique des Anonymous en fond. Franchement, très stylé la vidéo. Et puis c'est quand j'étais jeune, donc c'est mes faits d'armes. Donc voilà, je vous montrerai là une vidéo. Comme quoi, c'est pas du bluff, hein. Parce que sinon, tu vas me dire, ah oui, mais là, tu es sur les serveurs de Try Hack Me. Moi, dans la vraie vie, ça marche pas. Mais je vais te montrer que dans la vraie vie, j'ai pas validé la transaction. Mais il y a certaines personnes, comme Saltimbanque ou Toto le hacker, qui peuvent, ouais, en effet. Si le site est faillible, si on fait certains types d'attaques, que je t'apprendrai pas, tu as bien compris, je te parlerai de la théorie, eh ben, tu peux passer un achat de 5000 euros à un achat d'1 euro.
D'accord? Parce que si tu fais un achat de 0 euros, ça risque de mettre la puce à l'oreille, hein, au fabricant et à la banque. D'accord? Donc il faut être malin. Tu mets 1 euro. Comme ça, tu es tout de suite moins grillé. C'est tout de suite plus plausible d'acheter un écran plasma 75 pouces à la Fnac pour 1 euro, naturellement. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids. Police say they have arrested 3 suspected hackers believed to be part of an international A network. group calling themselves Anonymous has vowed to destroy the Church of Scientology. Anonymous, the group responsible for Operation Payback, which temporarily crippled the websites of MasterCard, Visa, and PayPal. We are Legion. We are Anonymous. Distributed denial of service, the bar, the stack will drag when doubts attacks. Suits without a head get scared and shit, they slack. You won't relax, a sense of compassion, and justice must be swift. How turn the hurt in the pockets of white supremacists. These nemesis is never this vicious. We troll the net for missions. Evil's your position, your files get a couple missing. What opposed they dissing, posturing and speaking out of fear. Super consciousness, our warriors are virtual bombardiers. We don't forget, expect us wasn't no one to protect us. Come together as a legion, internet unite, connect us. We will make our presence known. We got folks on the megaphones. SQL inject intravenously like it's prednisone. Rebelling on a larger scale. We Jonas came to slay the where we hip. So they slither and swing at them lizards by the tail. We check their mail, defacing professional looking webpage. When I rhyme, I wake the sheeples catatonic vestige. Muddling the message, encapsulated in the rap track. Black facts is project chronology. Talking fat guys with a backpack. And I'm the type of person never had jack. Destruction, the Chris Fall camp. Put away this ass act. We vigilant, the vigilante. Hiding, staking up the anti-cross sites. Swift and Felicia Palmer with punch the panties. Epilepsy foundation. Fall from invasion. Turks and Brazilians, Tunisians, even Malaysians. Gawker website we pulled up just to see, have a look about what's going on. It talks about the power people now have on the internet if they want to do this. Technically speaking, they are heroes because they can sort everything. They are up all over the security systems. Train event, we rage and give a fuck about a cousin club McKay hatch. Profanity, I spew it for the fucking love and cause I can. And who the hell is you to try to change a man? Operation Payback, radical Avenger Sands. Intelligent Israelis with viruses known as Stuxnet. Programming logic controllers and root South ass. We need to know, trying to feed the homeless. Cops are screaming no. Government and corporate sources, we must defeat our foes as freedom goes. They trying to sniff us out and get the ISPs reversing the cameras on computers. Feds are eyeing me, Marine Corps, brick rally man and naked. The Quantico, maximum security methods with torches trying to go to Aaron Bar forever. You will walk around with slash and start a patch your car. Executives are worshiping the morning star. It is bizarre. The people are the ones oppressing people. When will the day come? We recognize as equals. Electronic money from Satoshi Nakamoto. Spending bitcoins on hoes for their photos with no komodos. Remarkable power. The Python is Clinton syntax. International Federation of Photo Binge Act. The script kiddies hacking to the mainframe of big cities. YouTube videos for children showing big titties. No pity for the oppressive and get it through your skulls. We were born to change the world, evolving past the hats for laws. Hackers which are fighting for some kind of ideological points and hackers who are just doing illegal activities. Police department goes into certain things and the government goes into certain things. Probably, I would put that on the same level as I would someone who goes in and hacks into a site they're not supposed to be on. The bottom line is, if you have information in a database someplace, consider yourself a potential target. Expect us. We don't forgive, so don't forget. Donc comment ça se passe? Ok, on a le droit d'uploader une photo, je te disais, d'accord? La photo, imaginons qu'elle soit numérotée, hein. Tu vas sur un site, tu as un contrôle d'accès, on te dit, bah écoute, tu es sur Facebook, ok, t'uploades une photo et tu regardes dans l'URL sur Facebook, maintenant il y a écrit quoi? Ton nom d'utilisateur et tu as un slash et tu as image slash underscore 1002.jpg. Et là tu dis, ah, la photo que je viens d'uploader, c'est la 1002. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je change et je passe à 1004 ou à 1006 ou à 1003? T'imagines que tu pourrais quoi? Accéder à des images, mais qui sont pas les tiennes, d'accord? Tu pourrais modifier le nom de l'image et peut-être accéder à des images qui sont pas les tiennes, d'accord? Ça, c'est le type de vulnérabilité IDOR, d'accord? On récupère des objets, des fichiers, des données, des documents et ils sont numérotés séquentiellement. Ça veut dire que je peux aller en avant, je peux aller en arrière. Je peux commencer à fuzzer manuellement. Je n'ai même pas besoin de faire du fuzz automatique via des programmes qu'on utilise en informatique, en hacking. D'accord? Et là, ça devient très très dangereux. Encore une fois. La vulnérabilité IDOR, elle va se produire si tu as trop confiance, hein, ou trop confiance qui a été accordée
à ces données d'entrée. Je te répète tout le temps, tu ne dois pas faire confiance aux données d'entrée parce que ma grand-mère est quelqu'un de très sérieux et d'honnête. Toto, le hacker, l'est beaucoup moins. Donc en d'autres termes, l'application web ne valide pas si l'utilisateur est autorisé à accéder à l'objet demandé. Qu'est-ce que je t'ai dit en préambule? Tu dois tout le temps nettoyer les entrées de l'utilisateur et vérifier, autoriser que la demande soit bien effective. D'accord? Si Toto commence à accéder aux photos de Tata, il y a un problème. Et ça ne devrait pas être possible. D'accord? Il ne devrait pas être autorisé. Et on devrait vérifier que Toto demande bien les photos de Toto, pas les photos de Tata. Mais on lui fait confiance. Et je te dis quoi en cybersécurité? À partir du moment où tu fais confiance, eh ben c'est toi qui te fera baiser. Je te le répète tout le temps, tu veux pas me croire. Donc le simple fait de fournir l'URL correcte pour un utilisateur ou un produit ne signifie pas nécessairement que l'utilisateur doit pouvoir accéder à cette URL. Je te donne un exemple. Tu es sur un site, c'est euh, allez, fnac.com/product. Et là, tu as product, un point d'interrogation, ce qu'on appelle un query strings, et tu travailles sur un paramètre. Dans la base de données de la Fnac, tu as des ID. L'ID, en fait, c'est le numéro de l'identifiant de l'objet. 52, c'est une PlayStation 3. Hein, 53, c'est une PlayStation 4. 54, c'est une PlayStation 5. D'accord? 2, c'est des écouteurs de Walkman Sony. D'accord? Tu as compris. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, moi, je peux peut-être modifier le 52. ID est égal à 52. Et si dans la base de données, en fait, les numéros sont attribués séquentiellement aux éléments, je peux essayer 51, je peux essayer 53 au lieu de 52. Et donc, ça va peut-être me donner des produits qui ont été retirés ou qui sont non publiés, hein, puisque l'application web est vulnérable. Je pourrais peut-être accéder à des produits qui ne sont pas vendus sur le site, mais à l'arrière-cour, hein, côté back-end, eh ben, en base de données, il y a peut-être des produits qui vont arriver, mais qui ne sont pas encore mis en vente. D'accord? Je peux commencer à dévoiler des secrets, hein, par rapport à l'entreprise. D'accord? Je te prends un autre exemple. Cette fois-ci, c'est plus product, c'est customer. Hein. On a user, point d'interrogation ID. Et là, bah, l'ID, c'est plus un produit. Hein. C'est plus une PlayStation, c'est plus des écouteurs Sony. C'est un utilisateur, c'est toi. Toi, t'es 16. L'ID est égal à 16. Mais t'imagines si, quoi? Encore une fois, les utilisateurs ont des numéros d'identification séquentiels. L'attaquant, il va tenter d'autres numéros. Il va accéder à d'autres comptes utilisateurs. D'accord? Il va voir s'il n'y a pas 00.txt. Ensuite, il va tester 001.txt. Comme il peut tester id est égal à 16, parce que lui c'est 16. Et puis après, il va passer id est égal à 17, 18, 19, 20, 21, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va tous les énumérer les uns après les autres avec un programme informatique qu'il aura codé. T'imagines? Sur 20 personnes, lui il est le 16. Ça veut dire qu'il y a quoi? Bah, il y a 19 autres personnes dont on va pouvoir récupérer les données. Des données parfois sensibles qui vous appartiennent. D'accord? Puisque si on fait ça sur une base de données client, on a quoi? Eh ben, on a peut-être ensuite la compta, la facturation qui est associée. On a vos adresses, on a vos numéros de téléphone, on a vos numéros de carte bleue. D'accord? Ça, c'est vous, c'est votre vie. D'accord? Donc vous comprenez comment c'est sensible. D'accord? Là, je vous parle de gestion de stock, je vous parle d'expédition, je vous parle de comment on pourrait gérer un fichier client. Mais tu vois bien après tous les effets de bord, tous les débordements, toutes les attaques, hein, et les impacts réels, hein, sur ta vie privée, sur bah, des montages du recel, hein, qui va pouvoir être fait, et éventuellement des sommes qui vont être volées. D'accord? Maintenant, imagine que tu es dans une usine, d'accord? Tu as des expéditions planifiées, ok? Et bah, tu peux faire du sabotage, d'accord? L'attaquant qui a réussi à mélanger des choses, eh ben, il commence à saboter l'entreprise, d'accord? À chaque fois que tu commandes des pneus Pirelli, on t'envoie des pneus Dunlop. À chaque fois que tu commandes des pneus Dunlop, on t'envoie des pneus Michelin. T'imagines le bordel? D'accord? Et puis toi, tu veux des pneus de moto, je t'envoie des pneus de scooter. Tu veux des pneus de scooter, je t'envoie des pneus de vélo.
Tu veux des pneus de vélo, je t'envoie des pneus de voiture. Tu veux des pneus de voiture, je t'envoie des pneus de camion. T'imagines comment tu rends fou les gens? Oh, ils commencent à péter un plomb, il n'y a plus rien qui marche. Hein. Là, les gens, ils deviennent fous. Tu les rends fous. D'accord? Alors, ça peut être marrant, franchement, mais tu désorganises. Hein. Tu vois comment une cyberattaque, c'est pas seulement faire exploser une usine. Hein. Ça, c'est dans les films américains. Ça, la désorganisation. Tu vois? Comment tu peux commencer à saboter. C'est vraiment du sabotage. Et ça se fait, il n'y a pas de mort. Il y a juste des gens qui pètent des plombs et d'autres gens qui vont rigoler parce qu'ils reçoivent quoi? Des pneus de scooter à la place de ceux de vélo. D'accord? Mais si ça, c'est pas réglé, si on comprend pas la mécanique, si on comprend pas l'attaque, si on n'arrive pas à solutionner tout ça, eh ben, tu as bien compris que les pneus, ils pourront, dans une usine de voiture, par exemple, partir au mauvais assemblage. Du coup, tu vas assembler des voitures avec des pneus de moto, des scooters avec, tu as compris, des pneus de camion, etc., etc. Ça va partir en cacahuète. Donc, on peut pirater le système et faire ce type d'attaque. Hein. Et les usines, tout est gestion de stock, tout est planifié. Hein, c'est le taylorisme, le Fordisme, vous avez appris ça quand vous étiez plus jeune, je suis sûr. C'est la taylorisation du travail, d'accord? C'est cette succession d'étapes qui permettent aussi d'automatiser les process dans les usines. Si tu commences à foutre tous ces process en l'air, pourquoi? Parce que ces process se basent sur des robots, ces robots sur des bases de données, hein, sur des transactions. Si tu commences à foutre le bordel dans ces transactions et dans ces bases de données, tu peux faire ces types d'attaques. D'accord? Voilà. Moi, je m'arrêterai là. J'adore. En quoi ça consiste? On va faire un achat et je vais te montrer que PayPal aurait pu valider mon achat à 1 euro. D'accord? Et puis après, je l'aurais fait avec ma carte bleue. Et le lendemain, le FBI serait descendu avec des cagoules sur le toit de mon immeuble et j'aurais fini en prison. Mais j'aurais pu le faire. D'accord? Donc c'est extrêmement critique. Pensez à tout ça. Voilà. Moi, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt.